Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de laisser la parole à Françoise Laurent, qui est professeure à l'université de Clermont-Ferrand. Tout le monde connaît ses grands travaux sur la géographie anglo-normande et puis une partie de ses volumes collectifs, entre autres Dessins des rois. Et donc, qui va parler aujourd'hui d'un texte, par contre, moins connu, je pense, Construire la vérité du texte sur des sources orales, le cas inédit de la vie de saint Thomas Becket, de Guernes, de Pont, de Saint-Maxence. Merci Katharina. Je voudrais moi aussi remercier Claudio Galderisi et Jean-Jacques Vincencini de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. L'honneur et le plaisir. Vous voulez que je me pousse un peu? Ah, le micro. Voilà. Et donc je vais effectivement vous parler de la vie de saint Thomas Becket avec un titre un tout petit peu modifié, c'est-à-dire c'est à la fois la question des sources orales et c'est aussi la question du manuscrit perdu. Donc je rejoins aussi Vladimir sur ce point. Alors, dans la production hagiographique grecque et latine relevant de ce que Hippolyte Deleué nomme les passions épiques, qu'il distingue des passions historiques, les hagiographes cherchent à cacher ou à obscurcir l'origine de leur récit, sous couvert le plus souvent de l'exhiber et au détriment de toute exactitude historique. Ils se donnent, par exemple, pour témoins oculaires des faits, s'approprient des épisodes contenus dans d'autres vies de saints, ou placent leur production sous le patronage d'un nom connu, comme c'est le cas de saint Athanase ou de Grégoire de Nice, à qui l'on attribue plus de vies de saints qu'ils n'en ont composé. La citation des sources hagiographiques ressortit donc originellement à l'imposture, à la manipulation de la vérité, principe qu'on pourrait dire consubstantiel à l'écriture hagiographique, qui est quand même une machine extraordinaire à créer de toutes pièces des figures admirables et à produire des miracles. Pour Hippolyte Deleué, qui en fut le grand spécialiste, les procédés malhonnêtes dont use un hagiographe médiéval en particulier tiennent selon lui à la différence qu'il établit entre deux sortes de livres. Les uns que l'on est obligé de croire, c'est l'écriture sainte dans toutes ses parties, les autres auxquels il est permis de ne pas ajouter foi. Un hagiographe, selon lui, est parfaitement conscient que ses propres récits appartiennent à cette seconde catégorie et que le public en est très persuadé. Les uns contiennent pour lui la vérité absolue, les autres s'en écartent parfois, et cette persuasion, écrit Hippolyte Deleué, met naturellement bien à l'aise vis-à-vis de la vérité historique. Dans le cadre de ma communication, ce n'est pas le champ médiéval latin très bien étudié par Hippolyte Deleué qui sera pris pour corpus, mais celui de l'hagiographie vernaculaire, directement inspiré par ces modèles latins. Cette filiation, à laquelle s'ajoute un conservatisme propre au genre lui-même, permettra de vérifier si les auteurs ont hérité ou non de la désinvolture de leurs prédécesseurs et s'ils bénéficiaient, eux aussi, de la complaisance de leur lectorat. Seuls les récits en vers composés en anglo-normand seront examinés en raison de l'efflorescence précoce du genre dans ces terres géographiques, culturelles et politiques. Je pense que le bilinguisme, et je n'aurai pas le temps de m'y arrêter, je pense qu'en anglo-normand, le bilinguisme a sans doute joué un rôle de levier de la création littéraire. Cette production hagiographique s'est cristallisée sur la figure du saint, parce qu'il est un commutateur culturel entre les communautés, quand il s'agit par exemple de saints universels, ou encore quand il est une occasion de fonder la mémoire collective de ces communautés, quand il s'agit de saints saxons. Quoi qu'il en soit, entre 1140, et même peut-être selon Jan Short, avant 1135 et 1250, près de 50 textes traitant de passion de martyrs, de biographies saintes ou de miracles ont été adaptés de récits latins bien identifiés par la critique. La richesse du corpus, ainsi que sa cohérence historique, linguistique, constitue donc, à mon sens, un cadre significatif pour examiner la relation que les auteurs vernaculaires entretiennent avec les auctoritates. Dans cette communication, je ne reprendrai pas des comparaisons précises entre les textes latins et leurs adaptations. En revanche, je m'attacherai au discours que tiennent les hagiographes sur les sources. Et je mettrai surtout en valeur le discours de Guernes de Pont Saint-Maxence sur la source et sur le récit, dans la mesure où son discours se caractérise vraiment
par son originalité. Donc voyons donc dans une première partie ce qui se passe, n'est-ce pas, en hagiographie anglo-normande dans la pratique de la citation. Rien de très original. Toutes les vies de saints considérés affichent leur écriture seconde en protestant de l'existence d'un texte source que les auteurs disent avoir mis en roman, translaté, enromancé. Je voudrais juste signaler une chose, à savoir que la caution livresque se signale plus volontiers dans les récits adressés visiblement à un auditoire laïque et aristocratique, comme s'il était nécessaire pour l'auteur et en fonction de cet auditoire, d'exploiter pour lui le topos du livre source et de la vérité de sa translation. Cette précaution est inutile pour un public converti à la géographie. Et je vous ai donné un exemple, c'est le premier de l'exemplier, concernant l'estuaire de Saint-Édouard-le-Roi, composé par Mathieu Paris dans le premier tiers du XIIIe siècle. C'est un texte dédié à Éléonore de Provence, épouse d'Henri III. Et vous voyez que dans la citation 1, le motif est particulièrement accusé. Le relatif introductif renvoie ici à Saint-Édouard, dont vous écrivez et vous transla, etc. Vous retrouvez dans la citation la séquence à la rime des deux mots, estuaire, mémoire, et l'emploi des mots livre, estuaire, deux fois répété, et latin. L'invocation et la citation de l'estuaire, du latin, du livre, gage d'authenticité, ne peuvent toutefois, dans ce récit comme dans les autres hagiographies, masquer les lacunes du système référentiel, comme c'est le cas aussi dans les romans. Le titre de la Vita latine ou de la Passio, le nom de l'auteur latin ne sont pas donnés, et le manque de précision est d'autant plus grand que l'identification d'autant plus brouillée que les mots estuaire et escriture peuvent aussi désigner les textes vétéraux et néo-testamentaires. À ma connaissance, seuls 2 récits du corpus anglo-normand livrent le nom de leurs auteurs, ou plutôt de leurs pseudo-auteurs, car leur désignation procède d'un choix concerté qui, comme c'est le cas en latin, n'est-ce pas, relevé par Hippolyte de Leué, n'est pas imputable à un souci d'identification. C'est le cas dans une vie de saint Audrey de la toute fin du XIIe siècle, vous avez là aussi les références bibliographiques dans l'exemplier, dans laquelle l'auteur, une certaine Marie, que la critique, depuis le livre récent de Carla Rossi, identifié à Marie de France, se recommande de Bède le Vénérable, qu'elle cite en incise à plusieurs reprises dans sa narration. On trouve des formules du type « Sicum Bède est 10 ans que Sainte Bède tesmonie, Sainte Bède qui le livre fit », etc. Effectivement, les 2 mariages non consommés de Sainte Audrey, qui est une vierge reine anglo-saxonne du 7e siècle et qui fut l'abbesse du monastère d'Ely, ont bien été rapportés dans l'histoire ecclésiastique de Bède, qui écrivit même une hymne en son honneur. Toutefois, ce n'est pas là la source véritable de Marie, dont la traduction est puisée à une Vita composée par un certain Thomas, moine d'Ely. Alors il est probable, mais là je suis en train de chercher, qu'il s'agisse d'un des 2 moines nommés dans le Liber Eliensis, dont il serait aussi l'un des compilateurs. Ce texte fut rédigé à l'abbaye d'Ely, et effectivement, dans ce texte, toute la première partie, c'est quand même là le premier récit et le plus long récit historique produit en Angleterre au XIIe siècle, et la première partie de ce récit est consacrée à la vie et au miracle de la sainte patronne d'Ely. Elle serait peut-être donc ce texte serait peut-être de la main de Thomas, qui se serait inspiré à son tour donc de Bède le Vénérable. Il est possible aussi, là je me tourne vers vous, Vladimir, que Thomas se soit carrément recopié une vie composée par Gosselin au XIe siècle et qui traite de saint Audrey. Mais là, évidemment, il ne va à aucun moment citer Gosselin. Quoi qu'il en soit, pour l'éditeur du texte, je cite Södergaard, Marie, l'auteur, aurait emprunté machinalement, par pure fidélité, le système référentiel de Thomas d'Ely, suivant un montage citationnel représentatif de l'écriture médiévale, où l'écrit se forge à partir d'un texte antérieur, où les textes s'écrivent les uns dans les autres, écrit Roger Dragonetti,
s'écrivent les uns dans les autres, copie de copie faisant palimpseste et compilation sous la surface de l'écriture actuelle, par où le scripteur, c'est toujours Dragonetti qui parle, relie l'ancien dans le nouveau et inversement, sans distinction historique. Reste qu'en procédant ainsi, Marie escamote sa source véritable, non pas, à mon sens, par incapacité de la situer dans une chronologie, mais dans le dessein vraisemblable de privilégier, on l'a déjà dit plusieurs fois, la source la plus prestigieuse et de placer son récit tout entier en un raccourci audacieux sous l'auctoritas de Bède le Vénérable. C'est tout à fait classique, tout cela. Ce qui l'est moins, c'est que l'on interprète comme le remords de l'auteur ou comme un alibi, le nom du clerc Thomas apparaît incidemment dans la narration, à propos, modestement, d'un miracle posthume, d'une aventure, dit Marie, de Thomas dit une aventure, d'un clerc qui soute moult lettrures. Mais ce n'est là qu'une apparition éphémère, car l'autorité du clerc lettré n'est plus alléguée pour les autres miracles posthumes, que Marie, qui ne pouvait les trouver chez Bède, va à ce moment-là alléguer, curieusement, des sources orales. Elle va nous dire, spécifiquement, ce qu'elle a reconté en Élie, ou ce que, dit-elle, avons ouï. Ce phénomène est assez étrange parce que je connais peu de textes qui, justement, font appel à des sources orales. Peut-être pourrions-nous le reprendre, mais ça n'existe quasiment pas. Et à part dans le Fabliau, je ne vois pas non plus que l'on mette en avant une telle source. Certes, Marie s'autorise là de la personne plurielle. Elle se prévaut de l'autorité morale et religieuse de la communauté monastique d'Élie. Elle peut ici conférer à son récit une forme de légitimité et de véridicité, mais une fois encore, n'est-ce pas, elle cache sa source effective. Je reviendrai sur l'importance du témoignage oral, dans la mesure où il est en contradiction avec la pratique situationnelle classique, les hagiographes n'étant pas nombreux, mais j'y reviendrai avec Guerne de Pont-Sainte-Maxence, à recourir à des témoignages oraux, dont l'effet, évidemment, n'est pas aussi efficace que la citation d'un nom prestigieux pour construire le texte comme instrument de persuasion. Une autre vie, et ce sera le dernier exemple que je donnerai pour passer ensuite à Guerne, une vie anonyme de Saint Jean l'Aumônier du premier tiers du XIIIe siècle use de moyens tout aussi fallacieux que ceux de Marie. Passant sous là aussi vous avez les références dans l'exemplier, passant sous silence le nom d'Anastase le bibliothécaire qui a composé la vie latine qu'il traduit en roman, son auteur se réclame de Léonce de Néapolis, évêque de Chypre au VIIe siècle, dont le récit fut traduit en latin 2 siècles plus tard par le même Anastase. Si la référence est une fois encore illusoire, dans cette pseudographie des sources, il s'agit toutefois pour la géographe anglo-normand non pas de citer l'auteur le plus prestigieux, Anastase était considéré par ses contemporains et par les clercs médiévaux comme l'un des savants les plus érudits de son temps, mais je crois de se prémunir de la caution la plus ancienne, suivant un procédé courant chez les historiens du temps, qui, pour Bernard Guenet, je cite Guenet, répugne à citer les sources récentes et préfère les plus anciennes, qu'il considère comme les seules authentiques. Dans la vie de Saint Jean, un autre argument peut être avancé, me semble-t-il, qui ne tient pas seulement à l'ancienneté de la source, mais aux circonstances qui ont présidé à la rédaction du récit de l'évêque Léonce. Léonce est en effet un compatriote de Saint Jean, originaire lui aussi de Chypre, et il aurait tiré ses informations d'un certain Ménas, qui fut le compagnon du saint. Il aurait donc écrit à partir d'une source orale dont l'importance est accusée dans le texte vernaculaire par sa mise en scène dans l'épilogue où est réactualisée la rencontre entre l'évêque de Chypre et Ménas, dont les premières parties sont citées explicitement au discours direct. C'est la citation 2 de l'exemplier. Et commença de telle manière, Saint Joan tout temps se guarda, en ce qu'il onque ne se jura. On a là, soi-disant, les propos rapportés de Ménas. Et la nature du témoignage originel, son oralité, sont également mises en valeur au tout début du récit,
quand le narrateur emprunte les propres mots du Mène Ménas pour présenter le saint. Il y a vraiment un jeu de miroir là, entre les deux passages. C'est la citation 3. « Bien n'est pour quand le peut-on croire que quand il dit son serment faire, car ses paroles sont jurées sur les tout temps bien avérées. » Dans la vie de Saint Jean, le jeu spéculaire des sources et des instances narratives, allié à la mise en abîme, confère au récit une origine absolue et gomme totalement le modèle latin authentique, celui d'Anastase. Si je fais donc un bilan, excusez-moi, je suis obligée d'être un peu rapide, du corpus hagiographique anglo-normand considéré, la traduction en péché, facteur de manipulation, porte sur les œuvres d'auteurs récents au profit des auteurs les plus anciens et les plus prestigieux. Plus curieusement, cette citation se fait aussi au profit de sources orales, perspective qui ouvre une véritable interrogation et qui trouve une illustration magistrale dans la vie de saint Thomas Becket de Guernes de Pont-Sainte-Maxence, que je voudrais examiner avec vous maintenant. L'histoire de saint Thomas, assassiné dans sa cathédrale à Canterbury le 29 décembre 1170, frappa si fort les imaginations que de nombreux récits de sa vie furent composés très tôt après sa mort par des familiers du saint comme Jean de Salisbury, William de Canterbury, William Fitzstephen, Herbert de Bosham et surtout Edward Grimm. Selon Martin Aurel, le dossier de Thomas Becket est sans doute le dossier hagiographique le plus lourd du XIIe siècle. Cette riche documentation en latin a servi de source à 3 adaptations en langue romane. Un récit en 6 d'alexandrin composé vers 1180 par un certain Benoît Beneit, moine de Saint-Alban. On trouve également le fragment d'une vie datant du premier tiers du XIIIe siècle, attribué à Matthieu Paris, qui fut moine du même monastère de Saint-Alban. Et enfin, la première de ces vies de saints, le premier texte en langue française est la version de Guernes, clerc donc d'Île-de-France, composée dans les années 1174-1175, et récit qui suivit donc de peu la canonisation du saint. L'importance de la tradition manuscrite atteste la faveur de ce long texte de 6180 alexandrins, composé en strophes de 5 vers couplés par une rime unique. La critique en a reconnu très tôt la valeur littéraire. Et pour ce qui m'intéresse en ce moment, ce texte se distingue surtout par le fait que le récit se donne pour une création totalement originale. C'est vraiment le seul texte du corpus anglo-normand que j'ai examiné qui présente cette particularité. Aucune source latine n'est invoquée, aucun auteur cité. Il n'est pas même question de mise en roman ou de translation. Dans la construction du récit, dans la construction de la vérité du récit, question évoquée à maintes reprises par l'auteur, le narrateur de la vie de Thomas Becket met d'abord en scène un lieu, Canterbury, lieu du martyr, tout à la fois lieu de mémoire et monumentum. C'est là, en effet, qu'est le tombeau du saint, là où se réalisent les miracles. C'est les citations 4 de l'exemplier. À l'appui donc de cet espace saint et sanctifié qui a pouvoir de certification, le narrateur prétend avoir composé de première main. Repoussant les rumeurs et les oui-dire, il se serait adressé pour composer directement aux amis, aux privés de Thomas, à ceux, comme il le dit dans le passage, qu'il avait des enfances servis. Il se serait aussi adressé à la sœur du saint, alors abbesse de Barking, qui lui aurait commandité le texte. Carla, justement, Rossi fait de cette abbesse Marie de France. Enfin, je pense que là aussi, il y a un problème peut-être de manipulation. L'expérience du lieu et les témoignages directs garantissent la vérité et l'authenticité, alors que cette véridicité est déniée, n'est-ce pas, à tous les autres récits. Tout si l'autre roman que on fait del martyr, clair ou lait, moine ou dame, moult les ouïs mentir, n'est le verre, n'est le plein, n'est-ce y ouï fournir. Mais si,
pourrait le vers et tout le plein ouïr, ni trait de vérité pour perdre ou pour mourir. Or, si l'on regarde, n'est-ce pas, parce que le texte de Thomas a été particulièrement bien étudié par son premier éditeur, qui est Emmanuel Walberg. Emmanuel Walberg a minutieusement analysé la tradition textuelle des vies de saint Thomas Becket. Et selon lui, le texte de Guernes s'inspire directement du récit composé entre 1160 et 1172 par Edward Grimm, un clerc anglais originaire de Cambridge, qui fut présent lors du meurtre et dont le bras fut presque coupé par le coup d'épée destiné à Thomas, qu'il essayait en vain de protéger. Je ne reviens pas sur je vous renvoie là aux études de Walberg, mais les nombreuses ressemblances textuelles qu'il a relevées le prouvent, et selon lui, le statut de témoin de Grimm est une circonstance qui réduit à néant l'hypothèse, nous en parlions hier, d'inverser la transmission des informations et des sources, c'est-à-dire de penser que le texte de Guernes de Pont-Sainte-Maxence serait le premier et que ce serait Guernes qui aurait été traduit ensuite en latin. Il écrit en effet, n'est-ce pas, Walberg ne conçoit pas, je le cite, qu'un témoin oculaire de la fin tragique de Becket et qui avait même joué un rôle mémorable se soit astreint à traduire le récit d'un trouvère français qui, lui, ne connaissait les événements que de seconde main. Guernes a certainement travaillé à partir de relations de Grimm, dont il livre, exactement comme Marie dans la vie de Saint-Audrey, il livre le nom et souligne le courage au moment de raconter la mort du saint. C'est le passage dans l'exemplier numéro 5. Mais, je me recule un peu, mais on voit dans ce passage, n'est-ce pas, et maître Edward Grimm l'avait fortement saisi, embrassé par-dessus quand l'or envahit, contre eux tous le retint, de rien ne s'esbahit, né pour les chevaliers ne l'avait pas guerpi. Ici, Edward Grimm, est cité non comme modèle, mais dans un souci de véridicité historique. Donnée importante dans ce récit, j'y reviendrai en conclusion, qui prétend coller au plus près de la réalité et de la vérité des événements, jusqu'à intégrer par exemple des documents relevant du domaine de la chancellerie, comme des lettres, ou encore de la politique, comme les articles des conventions de Northampton. Dans le prologue et l'épilogue du récit, le narrateur prétend donc puiser sa matière directement auprès des témoins oculaires. Il remonte à la source première, celle de la parole. On a vu cela déjà dans la vie de Saint Jean l'Aumônier, suivant peut-être une conception évangélique qui accorde toutefois à celui qui a vu et qui a témoigné, et dont la parole vivante et assurance de vérité. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est véridique, écrit Jean 19, 35. Il a été question hier de la dignité de la voix, dont a parlé justement Jean-Marie Fritz avec saint Thomas d'Aquin. Guernes aurait pu s'en tenir là sur l'origine de son récit. Mais il ajoute à cette première forme de falsification un second argument plus surprenant encore. Roger Dragonetti l'a classé parmi les divers procédés dont les auteurs usent pour rendre sensible l'absence de modèle prévalant à leur création, celui du fragment. Il y a, écrit Roger Dragonetti, une scène rhétorique de ce qu'on pourrait appeler le document authentique, détruit, oublié, mutilé, bref, une perte d'origine qui introduit dans le commencement du récit un trou, une faille, auxquels viendront suppléer, à défaut de l'original, sa restauration écrite ou son prétendu remaniement ou encore son fragment, seul reste qui serait en mesure de cautionner la version actuelle d'un texte à jamais disparu. Et Dragonetti cite en exemple un certain Huon de Villeneuve qui fait passer le fragment de sa chanson pour le produit d'un larcin. La vie de Becket relève elle aussi de cette forme lacunaire de commencement. Si l'on en juge par le commentaire du prologue,
où la géographe explique dans le détail que son récit est une seconde version, la première lui ayant été dérobée par des escrivains indélicats au service de puissants seigneurs, prêts à payer fort cher pour se la procurer. C'est la citation ici numéro 6, et c'est ce premier texte qui aurait été amendé grâce aux discussions échangées à Canterbury entre Guernes et les familiers du saint et ceux qui furent témoins de son assassinat. Mais c'est le premier roman, Montescrivain Amblé, on sait que l'on l'eust parfait et amendé, et la mer et le doux, etc. Je vous laisserai lire le passage. Outre les faits réalistes auxquels concourt cet exposé, et dont profite le texte à venir, cet exposé creuse l'absence de toute référence à la source à laquelle le manuscrit volé se substitue. Alors on serait tenté de voir là peut-être la première occurrence du topos du manuscrit volé, qui connaîtra par la suite une belle fortune. On le trouve notamment dans la vie de Digulville, un peu plus tard, au XVe siècle. Ou alors, on peut penser aussi que Guernes exploiterait le topos d'un chanteur de gestes, tel qu'il a été évoqué par Roger Dragonetti. Toutefois, la grande différence avec la fable du fragment analysée par Dragonetti tient au fait que dans le cas de la vie de saint Thomas, les deux textes sont de la même main. Plus curieusement encore, je crois que ce récit ne laisse pas de surprendre et je commence simplement son étude, donc j'ai beaucoup plus d'hypothèses finalement que de certitudes. Il semblerait en effet qu'il faille accorder crédit à ce que nous dit Guernes de Pont-Sainte-Maxence. Dans un article déjà ancien, Jan Short a signalé en effet qu'il avait découvert un manuscrit qui pourrait être, selon lui, la première version de la vie de saint Thomas, ce fameux, peut-être, manuscrit volé dont l'existence est attestée dans le programme de notre version, la seconde version. Bien plus, la comparaison qu'a menée Jan Short fait apparaître la grande fidélité de cette première version au texte d'Edward Grimm et confirme par là l'analyse et les hypothèses de Wahlberg. Évidemment, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué pour ce qui est de ce jeu entre les traductions. Mais par-delà ce constat, l'intérêt de la mention d'un manuscrit volé réside, à mon sens, autant dans son identification que dans la manière dont il est mis en scène au sein du prologue, lieu stratégique et espace-temps de la conventionnelle référence aux sources. Sa présence dans le prologue de la seconde version pourrait attester l'impossibilité pour un auteur de concevoir l'écriture en langue vernaculaire indépendamment d'un texte donné en amont de sa propre production. C'est comme si la source, ou, dans le cas de Guernes, le souvenir de la source se devait d'être là, comme s'il n'y avait pas de création possible sans elle, même quand il ne s'agit que d'une convention qui, avec le saint Thomas, se voit doublement détournée. En effet, l'histoire du manuscrit volé unit et subvertit deux des lieux rhétoriques exploités couramment dans les prologues du temps, celui du texte source et celui du livre cible ou celui du livre produit, qui n'est pas en l'occurrence offert à un commanditaire unique, mais dérobé par main riche homme. Donc il y a vraiment un jeu, là aussi, avec la tradition, enfin avec la convention. D'autre part, si la première version de la vie de saint Thomas, ébauche incomplète et amendable, nous dit l'auteur, sur laquelle sera tissée la seconde version en mieux, fait oublier l'existence d'une source en latin, Guernes ne nous dit rien de sa composition, ni des modèles qu'il a utilisés pour écrire cette première version. Or, suivant l'étude de Jan Short, il semblerait que ces liens avec le latin, et sans doute le récit d'Edward Grimm, soient très étroits. Ce n'est là bien sûr qu'une conjecture, mais elle invite, et c'est peut-être là aussi le calcul de Guernes, à concevoir directement le statut et la fonction d'une source, de voir en elle non pas un modèle extérieur, fixe et fixé,
mais un modèle tout à la fois intime, interne et intériorisé. Conçu ainsi, le texte volé, le texte source, matériellement absent, participerait, mais là aussi, ce sont des hypothèses que je vous soumets, participerait en quelque sorte des effets d'une intertextualité au sens moderne de la notion. Il relèverait de cette forme d'interaction culturelle, pour reprendre l'expression de Julia Kristeva, qui veut qu'un texte littéraire soit de toute façon traversé par d'autres textes dont il serait la transformation et la combinaison. Avec la vie de saint Thomas Becket, le jeu avec les sources m'arrêterait donc une situation limite et expérimentale qui ouvre une réflexion sur le fait littéraire. Ce qui est en jeu dans ce texte, je ne le traiterai pas ici. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux religieux. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a des enjeux qui sont d'ordre de la création. Et ce qui se construit ici, dans ce texte, je crois, avec la présence de cette source absente, mais pourtant première version en langue vernaculaire, c'est précisément la littérature. Et je voudrais encore donner la parole pour conclure à Roger Dragonetti. Tout se passe, écrit Roger Dragonetti, comme suit depuis toujours. La littérature n'avait pas d'autre fonction que de suppléer une perte irréparable par la réinvention d'une langue fictive. Il existe bien un manque à l'origine de l'écriture. Mais si je peux me permettre de corriger un peu Roger Dragonetti, je pense qu'il s'agit d'un mal nécessaire, car la faille est là non pas comme une perte irréparable, pour reprendre les termes de Dragonetti, mais bien au contraire, comme moyen de dégager une place à prendre que guère ne se prive pas d'occuper. L'invention, réelle ou non, du manuscrit volé, inscrit dans la mémoire de l'auteur comme un intertexte, un écrit à la confluence entre la tradition latine et la pratique personnelle et sociale, suggère qu'une autre écriture est possible. L'hagiographe bouleverse les conventions non seulement en substituant à l'invention rhétorique l'invention littéraire, mais aussi en composant une œuvre qui n'a pas d'équivalent. Ce texte que la critique a précisément du mal à classer, ce texte qui tient de l'hagiographie, de l'historiographie, mais qui échappe à la taxinomie des genres, en raison peut-être de sa dépendance à l'actualité historique qui le configure. Et là, j'émets une hypothèse pour conclure. C'est sans doute la proximité de la mort du saint, 4 ans finalement après la mort. Et cette actualité brûlante, c'est précisément ces circonstances-là qui autorisent le jeu avec les conventions et avec lui les vides, les leurres et les mensonges. L'hagiographe peut s'émanciper de la source ou en donner l'impression à son public et à ses lecteurs dans la mesure où le chemin dans lequel il s'engage n'a encore jamais été tracé. On n'a jamais écrit de vie de saint qui vient de mourir, si vous voulez. Les manipulations sur l'origine du texte nous amènent donc à réfléchir sur le concept de généricité, de genre. Mais plutôt que de suivre la critique qui tient absolument à faire rentrer la vie de saint Thomas dans un genre spécifique, on peut aussi considérer, à la suite de François Rastier, que la configuration du texte de Guernes dépend d'abord de la situation concrète à laquelle il participe. Le récit y est essentiellement associé, car il s'articule, écrit François Rastier, il ne parle pas bien sûr du texte de Guernes, je cite Rastier, aux pratiques sociales dont les situations d'énonciation et d'interprétation sont des occurrences. Les circonstances extérieures, le donné historique, la contemporanéité des faits retracés autorisent et justifient une nouvelle forme d'écriture et dès lors nécessitent une rupture avec les modèles préétablis, en l'occurrence avec le discours tenu conventionnellement sur les sources, saisi dès lors dans le cadre d'une falsification, mais une falsification retournée en pratique littéraire. Je vous remercie.